Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux de vous retrouver. Victoire de l'Olympique lyonnais contre l'OGC Nice de monsieur Jean-Pierre, non pas Jean-Pierre, Jean-Pierre Rivière qui a déposé avant match une réserve contre Thiago Almada et qui, malheureusement pour lui, dans son beau stade de l'Alliance Riviera, a quand même pu assister à la classe, au génie de l'artiste Thiago Almada. Bisous mon Jean-Pierre. Je pense très fort à toi, franchement. C'est pas facile, mais en tout cas, savoure-moi ce débrief parce qu'il est fait pour toi et rien que pour toi, mon Jean-Pierre. On pense très fort, mais vraiment très fort à toi, mon Jean-Pierre. Bref, avant de commencer, les gones, pensez au petit pouce qui fait très plaisir pour une victoire comme celle-ci. Franchement, les gones, je vous cache pas que là, je suis vraiment très heureux parce que c'est une victoire super importante. Pensez à commenter, à me dire vos différents points de vue sur le match, vos tops, vos flops. Pensez aussi à vous abonner et enfin à activer la cloche pour ne rien manquer. Et on embrasse une dernière fois Jean-Pierre. Alors, on commence donc par le sujet numéro 1 qui est l'histoire du match. Un match qui, encore une fois, peut se lire en deux temps. Alors, comme c'est un débrief de match, forcément, on commence par ce qui était moins bien. C'est un petit peu le fil du match qui veut ça. Je dirais que en termes de match, franchement pour l'OL compliqué, qui m'a rappelé à bien des égards ce match contre Bucarest, avec une forme de pression mise par les Niçois assez intense, gros pressing, bloc très haut, et on a eu beaucoup de mal à ressortir les ballons, très compliqué. On a subi durant, je dirais, peut-être 20 minutes, une demi-heure. Ça rappelle vraiment ce qu'on a vécu en Roumanie à Bucarest. En tout cas, l'OL a su, malgré tout, maintenir à la mi-temps le 0-0. Je rappelle les choix de départ de Fonseca qu'il faut aussi bien reprendre et avoir à l'esprit. Donc on avait un 4-2-3-1, version un peu plus, je dirais, dans l'équilibre, plus défensif, avec Tolisso numéro 10, pivot double, Tessman plus Matic, et devant, à gauche, Fofana, à droite, Almada dans un rôle de faux numéro 10, meneur excentré, et en pointe, Lacazette. Sauf que le 4-2-3-1, comme souvent je le dis, c'est un schéma qui est théorique, sans ballon. Avec ballon, on a plus vu un 3-5-1-1. Je mettrai à l'écran un petit screen pour l'illustrer. Alors, il y a vraiment un gros débat sur le sujet. Est-ce que Fonseca a eu un plan gagnant au coup d'envoi? Alors, c'est compliqué. Je pense qu'il faut une réponse un peu plus nuancée. C'est un peu l'idée qu'a défendu Walid Acherchour sur DAZN. Il dit que Fonseca a abordé le match en deux temps avec une équipe pour, en gros, tenir le 0-0 et en seconde mi-temps, une équipe pour lâcher les chevaux. Je peux l'entendre, c'est possible, mais je pense surtout que dans le plan de jeu de Fonseca, le 4-2-3-1 qui devenait avec ballon un 3-5-1-1 durant 45 minutes, c'était plus pour, grosso modo, faciliter les sorties de ballon et occuper vraiment l'espace. Avec ballon durant 45 minutes, j'ai vu vraiment un OL en 3-5-1-1. On avait une base de 3 qui était grosso modo Tagliafico, axe gauche, axe central, on avait Niakate, et à droite, donc axe droit, on avait Mata. Deux joueurs de couloir un peu plus haut qui étaient bien souvent à droite, Koumbedi, à gauche, Fofana, et dans le cœur du jeu, beaucoup de joueurs qui devaient créer un surnombre pour sortir proprement les ballons. Pour faire simple, Tessman, Matic, pivot double. Devant eux, on avait Almada, Tolisso et en pointe, Lacazette. Sauf que, en fait, ce plan, moi, je peux le comprendre. Si vraiment l'idée, c'est de dire que Almada sera ce joueur, théoriquement sans ballon, demi-espace droit, mais avec ballon qui se réinsère dans le cœur du jeu, je peux le comprendre pour sortir les ballons proprement. Parce que oui, Almada, c'est un joueur qui a un super pied. Sous pression, il est super à l'aise. Donc oui, tu peux te dire que quand tu es en bloc bas, tu veux trouver ce petit relais qui va, grosso modo, entre Melvin Barr et Santa Maria, être le joueur qui te proposera une solution, un relais court pour un bon circuit de passe sous pression. Ça, je peux l'entendre, sauf que ce plan-là, il est tombé littéralement à l'eau, parce qu'en fait, pour un motif très simple, c'est que durant, je dirais, une grosse demi-heure, on n'a jamais su être propre, ou très rarement, trop peu souvent, on va dire, dans les sorties de balles. Et en plus, c'était quelques fois où on a pu sortir le ballon et créer un décalage dans le cœur du jeu, en transition défense-attaque. Malheureusement, on manquait vraiment de verticalité. Et ça a vraiment manqué durant une mi-temps. Le plan de jeu pour nous était un petit peu lisible, je dirais, bloc médian voire bas, sortie de balle sous pression via Koumbedi qui trouvait très vite Almada, et dans la foulée, il fallait trouver en verticalité Fofana. Sauf que quand tu résumes ton plan de jeu à sortir les ballons pour trouver dans l'espace Fofana, c'est assez lisible, c'est même très lisible. Et en plus, il faut le dire, ça on l'a très peu souvent bien fait, et
Le pire, c'est que en 1-1, tu avais un duel Fofana versus Bombito, et Bombito, même s'il est plein de défauts défensifs, c'est un joueur qui est extrêmement rapide, puissant, véloce, et Bombito a mangé Fofana, il faut le dire, durant, je dirais, 45 minutes. Donc, plan de jeu très compliqué, ce qui fait qu'à la mi-temps, on a quasiment tous fait le constat d'un OL qui ne parvenait pas sous pression à être assez fort, qui manquait de projection, qui manquait d'intention, de verticalité, bref, il a manqué un peu de tout, et heureusement, gros point positif, c'est qu'on arrive à la mi-temps sur un score de 0-0 qui préserve toutes nos chances, et ça prend toute son importance au vu de la seconde mi-temps de bien meilleure qualité de l'OL. Alors il faut le dire aussi pour un petit peu nuancer, oui, on a été très moyen, voire mauvais durant une mi-temps, mais en face, Nice a aussi proposé un foot de qualité. Pour moi, il y avait vraiment deux points très très forts, c'était l'apport des latéraux pistons, notamment à droite, Klose, qui est un très bon joueur en Ligue 1, dans ce rôle de piston libre, qui attaque, qui prend l'espace et qui a un très très bon pied droit. Ça, on l'a vu, je dirais, durant une mi-temps, une bonne mi-temps. Un Klose omniprésent qui prenait le côté, qui déboulait, qui centrait. Une très bonne mi-temps des Niçois qui ont mis tous les ingrédients et qui ont vraiment été forts sur leur gros axe leur gros point fort, quoi, le jeu de côté. Ils ont été vraiment très bons, Melvin Barr, Klose. Et quand en plus tu viens y ajouter deux joueurs dans le 3-4-2-1 des Niçois qui sont guessants, plus chauds, qui font de vraies différences avec et sans ballon, évidemment, on était en difficulté. Mais ça, on l'a plutôt, je dirais, bien contenu, sans forcément bien le gérer, mais bien contenu. Et en seconde mi-temps, justement, l'OL évolue vers un 4-2-2-2. Alors, pour faire simple, la base de 4 reste la même. Pivot double, Matic, Tolisso. Sur les côtés, Almada qui jouait tantôt meneur excentré à droite, tantôt meneur excentré à gauche. Quand Nuama rentre, il passe à gauche, Almada. Et là, on a vu un OL de très très bonne qualité sur quelques séquences. J'ai vraiment aimé la fin de match, je dirais l'ultime quart d'heure du match qui est de très bonne facture. En fait, entre le début de seconde mi-temps et je dirais la 70e minute, on voit un OL qui est plus haut, un bloc qui passe d'un cran. On passe d'un bloc médian à un bloc vraiment haut dans le camp des Niçois. Et pour une raison simple, on parvient à s'extirper du pressing, de la pression des Niçois qui, il faut le dire aussi, tout comme Bucarest, ont baissé physiquement. En fait, je fais une petite digression sur le match de Bucarest en Europa League. Bucarest, sur une demi-heure du coup d'envoi à la demi-heure du match, avait trouvé la clé pour nous faire très mal. Comme Nice, gros pressing, intensité, verticalité, agressivité, bref, un jeu très très intense auquel on a eu beaucoup de mal à répondre. Et là, Nice a pris les mêmes ingrédients, ou presque, et durant une mi-temps a appliqué les mêmes recettes. On a eu du mal à gérer ça, mais tout comme Bucarest, en seconde mi-temps, Nice n'a pas tenu la distance. Bucarest, Nice ont eu, je dirais, le début pour nous faire très très mal. Pressing, intensité, volume de course, projection, très bien, ils l'ont très bien fait, mais pas sur 90 minutes. Et là, c'est là où est la clé du match. Ce pressing hyper intense contre nous, ils l'ont tous les deux fait sur, on va dire, une mi-temps, et après ça part totalement en sucette. Et c'est là où l'OL a su tirer son épingle du jeu, en faisant entrer dans le match des joueurs qui ont un profil tellement important et tellement différent. Quand tu cumules, comme souvent je le dis, Cherki, Almada, Nuama, Mikotadze, Tolisso, tôt ou tard ça fait la diff. Tôt ou tard ça fait la diff et c'est ça le foot. Alors moi cette fin de match contre Nice, elle me fait vraiment plaisir parce qu'elle te montre tout ce que l'OL peut faire de bien. Et Dieu sait que ce qu'on peut faire de bien, c'est vraiment intéressant. Quand tu mets en 4-2-2-2, deux playmakers qui sont, pour faire simple, Cherki plus Almada, et que tu rapproches Cherki du numéro 9, qui est Mikotadze, tu crées pléthore d'occasions, de situations, parce que le jeu, c'est ça. Le projet de jeu de l'OL, l'identité culturelle, footballistique de l'OL, c'est ça. Souvent, je le dis, ça fait maintenant quasiment 1 an que j'en parle en vidéo, il faut assumer le déséquilibre. Non pas débile et idiot, consistant en gros à dire tout le monde devant et on défend plus, c'est pas ce que je dis. Quand je parle de déséquilibre des profils, c'est assumer ce que l'on est, une équipe qui joue avec des joueurs de foot, la magie du foot. Bah c'est évident, le foot c'est simple quoi. Le foot c'est un sport qui est simple, qu'on veut trop souvent complexifier, mais c'est un sport qui est simple. Quand tu mets Cherki, Almada, plus Mikotadze, Tolisso, et que tu les fais jouer proches les uns des autres au bon endroit, tôt ou tard, en face, ça paye l'addition. Et Nice, le Nice de Jean-Pierre Rivière, a payé l'addition. Et je pense que
tous les amoureux du foot, côté niçois ou lyonnais ou autres, extérieurs au match, tous admettront que quand tu vois jouer Cherki, Almada, putain, c'est bon, quoi. C'est ça, le foot. Et la magie a parlé. C'est aussi simple que ça. Quand tu vois le but de Ryan, c'est beau. Parce que Almada, hyper agressif, il a fait un match de très grande qualité, l'Argentin. Agressivité, projection en une touche, Cherki, finition, c'est beau. C'est simple, mais c'est beau. Et juste après, rebelote, avec une nouvelle passe D d'Almada pour Nuama. Finition magnifique, un but enroulé du gauche. Bravo Ernest, ça fait plaisir aussi, parce que lui, qui est souvent tensé par beaucoup de monde, dont moi, parce que je sais qu'il a un profil qui est intéressant, mais qu'il a plein de limites en termes de compréhension du jeu, le but qu'il met, bravo Ernest, c'est juste trop beau à voir. Donc au final, je dirais, sur l'ensemble du match, victoire de l'OL qui me paraît, je dirais, méritée, même si vraiment le foot était une science exacte, je dirais match nul, parce que 45 minutes pour Nice, où on a subi beaucoup trop, même sans pour autant, on n'a pas été en grand danger, mais on a trop subi, trop reculé, trop été mis sous pression. Et en seconde mi-temps, un OL bien mieux, un OL qui a su créer de vraies différences par ses profils de joueurs offensifs. Et au classement, si on fait un petit point classement rapido, forcément, l'OL fait la très belle opération du week-end, puisqu'on est 6e, 42 points, à 2 points de Lille, à 2 points de Monaco, et à 4 points de Nice. Les positions se resserrent. On n'est pas très loin de l'objectif top 4, la grande mission de l'OL avérée et ouvertement déclarée. Le top 4, on n'est plus très loin. Et ça, c'est pour moi, je dirais, la très très bonne nouvelle. On va pouvoir maintenant être dans l'optique de chasser nos concurrents qui sont devant nous, et plus les taux se resserrent, plus la pression sur eux sera forte. On enchaîne, top et flop du match, ça va aller très très vite. Alors mes tops du match, j'en vois deux. Principalement deux, je dirais. Numéro 1, Lucas Perry qui fait encore un match de très grande qualité, mais surtout, mon cher Thiago Almada. Mon cher Thiago, si tu m'entends, de une, je t'aime. Tu es le foot que j'aime le plus dans ce monde qui est tellement standardisé, robotisé, mais surtout, mon cher Thiago, tu vas réussir l'exploit immense de me faire aimer la multipropriété de chez Eagle. Franchement, Thiago, c'est juste exceptionnel. C'est ça le foot. On joue juste, on joue simple, le bon geste au bon moment, dans le bon tempo, le bon décalage, la bonne passe, la bonne frappe. Tout est fait avec intelligence chez ce monsieur-là. Chez ce petit bonhomme de moins d'1m80, tout est fait avec intelligence, talent et QI foot. J'adore Thiago Almada. Quel joueur, quel joueur. Maintenant, pour les flops du match, alors, c'est compliqué à dire. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui sont un petit peu en dessous de la mêlée, qui ont fait un match moins bon que les autres. Je dirais number one, Lacazette. On l'a très peu trouvé en appui remise, en projection compliquée. Il n'a pas les cannes pour faire de gros efforts à la course. Donc forcément, je dirais que son match est extrêmement neutre. Donc pour moi, c'est mon flop du match. Je pourrais dire aussi, en extrapolant un petit peu, Niakate, qui, encore une fois, à la relance, fait vraiment flipper, mais vraiment, vraiment flipper. Et pour le reste, Matic aussi, qui fait un match moyen, mon cher Nemanja Matic. Voilà, je dirais Lacazette, Niakate, Matic sont mes trois qui font un match, pour moi, en dessous des autres. On pourrait dire aussi Fofana, qui fait un match moyen, prévisible, un peu lisible dans son jeu. Voilà, je dirais les 3-4 flops sont ceux-là. Et donc, mes tops du match, Lucas Perry et Thiago Almada. Et pour finir, petite parenthèse sur mon cher Jean-Pierre. Jean-Pierre Rivière. En avant-match, on a pu entendre un extrait diffusé sur DAZN qui reprenait les propos de monsieur Jean-Pierre Rivière, qui parle de la réserve portée sur le cas Thiago Almada. Et Jean-Pierre, notre bon Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, je vais vous mettre à l'écran l'extrait, et on va l'écouter ensemble. Et vous me direz après en commentaire vos différents points de vue sur ce qu'il s'est passé. Moi, en tout cas, j'ai un point de vue qui est clair. C'est parti, on écoute Jean-Pierre. Est-ce que vous avez parlé de Thiago Almada ? Est-ce que vous allez poser une réserve ? Tous les clubs le font. Ah oui, on le fait aussi, oui. C'est vrai, vous le faites aussi ? Oui, Pourquoi ? Oui, bien sûr. Parce que déjà, moi j'ai une parole, j'ai pris un engagement il y a quelques semaines, je respecte ma parole. Très bien. Voilà. Bon, je rappelle quand même que les Et autres j'ai dit à clubs ont Laurent été que, dégoûtés. franchement, j'ai rien contre lui, c'est un garçon charmant, mais effectivement, je ne reviendrai pas une parole donnée, on la respecte. Bon, alors, si on se fie à ce que dit Jean-Pierre, notre bon Jean-Pierre, il ne fait que suivre une promesse qu'il a faite à quelqu'un
On imagine qui, hein? Coucou Nasser, coucou Jean-Pierre Caillot, coucou Laurent Nicolin, tous ces gens bien intentionnés qui veulent nuire au projet de l'Olympique Lyonnais, évidemment. Il leur a fait une promesse, un serment, on se croirait dans le film Le Parrain d'ailleurs, avec une ambiance un petit peu de mafia, mafia napolitaine. Jean-Pierre a fait un énorme bisou sur l'alliance de Nasser El Khelaifi, il lui a fait du baise-main, il s'est agenouillé, et il a dit à Nasser, écoute mon bon Nasser, promis juré, en bon larbin que je suis, je te ferai une promesse. Je te fais la promesse suivante, je porterai réserve contre Thiago Almada. Tu as ma promesse, mon cher Nasser. Voilà où en est le football français. Et franchement, les gones, je veux dire un truc qui ne me ressemble pas, mais moi qui ne suis pas du tout dans le complotisme dans le football français, et en général, quand je vois ça, quand j'entends ça, faut vraiment rester très très solide pour ne pas tomber dans le complotisme. Même moi qui suis vraiment anti-complot et tout ce qui va avec, quand j'entends ça, il y a un petit parfum d'arrangement entre bons copains, sur un air un petit peu mafieux, nauséabond. Ça fout la gerbe. Ça fout vraiment la gerbe. Tous ces dirigeants, tous ces médiocres qui portent match après match réserve contre l'OL et Thiago Almada, ils sont là à faire la guerre à un projet multiclubiste dont je ne raffole pas, c'est vrai, mais eux font la guerre à ce projet-là en dénonçant un transfert qui ne correspondrait pas, selon eux, dans leurs critères à la bienséance. Transfert que d'ailleurs, je tiens à le rappeler, la LFP a validé et que la DNCG a aussi validé. Donc tout le monde le valide, sauf ces dirigeants bien pensants, ces médiocres qui font la pluie et le beau temps en Ligue 1. Ce cortège de dirigeants médiocres, Caillot, Jean-Pierre Rivière, Laurent Nicolin, Pablo Longoria, Nasser El Khelaifi, tous ces dirigeants médiocres, Comoli que j'ai failli oublier aussi, tous ces médiocres qui font la pluie, le beau temps et qui mènent le football français dans un mur. Ce sont ces mêmes dirigeants qui ne disent pas un mot, qui baissent les yeux, qui ne mouffetent pas devant le projet qatari au Paris Saint-Germain. Voilà, bravo à ces dirigeants médiocres dans un football français médiocre où tout le monde est tiré vers le bas. Bref, j'espère que le débrief vous aura plu. Les amis, portez-vous bien. Allez l'OL, toujours plus que jamais en route vers le top 4. Ciao ciao, allez l'OL et bisous à Jean-Pierre.